Ok, donc là on va voir ensuite ensemble le scanner thoracique, donc une partie assez importante. Le but c'est que vous puissiez bien sûr comme d'habitude comprendre un peu le fonctionnement et pouvoir raisonner justement sur un dossier et sur un scanner pour que ce ne soit pas simplement du par cœur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir ensemble les différentes fenêtres. Normalement, dans l'introduction à la radiologie, je vous ai déjà expliqué les différentes fenêtres, mais on va les revoir ensemble. Et rien de plus simple que de vous montrer tout de suite un scanner sur mon logiciel. Donc, on est ici. Et vous voyez que, hop là, on va se mettre ici sur le scroll. Donc là, on va décaler un tout petit peu là. Et donc, vous voyez que la première fenêtre à connaître et qui va nous permettre de bien voir tout ce qui est médiastin ici, creux axillaire ici et creux axillaire également ici, c'est bien évidemment la fenêtre médiastinale. D'accord? Donc, on appelle ça la fenêtre médiastinale. Vous voyez que voilà, on a une belle analyse de tout ce qui est structure molle. On voit bien ici les seins. Voilà. Le problème de cette fenêtre-là, c'est qu'on ne voit pas du tout le parenchyme pulmonaire. Donc la deuxième fenêtre, bien sûr, à connaître pour vous, c'est la fenêtre parenchymateuse pulmonaire. On va un tout petit peu dézoomer comme ceci. Hop, et on va se mettre là. Hop, et on va se mettre en fenêtre parenchymateuse pulmonaire. Donc vous voyez que la fenêtre est beaucoup plus, un petit peu grisée et noire. Comme ça, on peut voir à l'intérieur du parenchyme pulmonaire. Voilà, donc deuxième fenêtre à connaître pour vous, celle-ci. Ça va me permettre également de vous montrer en même temps l'anatomie en scanner parce que c'est important que vous la connaissiez en termes au moins d'éléments de base. Donc hop, on va se remettre dessus. Tac. Hop, les fenêtres des fois c'est pas toujours facile de jouer avec. Donc en termes de fenêtres, vous savez bien évidemment que ici on est à la moitié de l'image coupée en deux. On est sur une coupe axiale. Je vous montrerai juste après les différents plans de coupe. Avec ici, hop, le plan de coupe. Tac, bug un peu. Donc, hop, on va se mettre en pulmonaire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez que ici, c'est la gauche de l'image. Pardon, gauche du patient, droit de l'image. Donc on est bien sur le lobe pulmonaire gauche. Il est composé uniquement de deux lobes, d'accord? Donc vous voyez la scissure. Elle n'est pas toujours facile à voir, mais voilà, c'est un petit trait comme ça ici qui va séparer les deux lobes pulmonaires avec le lobe supérieur gauche qui lui va être en avant et en haut. Donc on est bien en haut et en avant avec le lobe pulmonaire supérieur gauche avec la scissure qui est ici, d'accord? Avec cette partie ici qui est plutôt la lingula, d'accord? Donc c'est la partie inférieure du lobe supérieur gauche qui correspond un petit peu au lobe moyen, d'accord? Donc lingula ici. Hop, avec donc ce lobe supérieur gauche. Et ensuite, bien évidemment, en arrière et plus en bas, nous avons le lobe inférieur. Parce que vous voyez que quand on est tout en haut ici, on ne voit pas le lobe inférieur. Alors que hop, dès qu'on commence un tout petit peu à descendre, on le voit. Pas beaucoup, on le voit comme ceci. Et voilà. Donc c'est important un petit peu d'avoir cette image en tête. Et on va le voir notamment avec les différents plans de coupe. On va se mettre comme ceci. Donc là, hop. Voilà, on va se le mettre là. Voilà, tac, et tac. Voilà, donc là vous voyez qu'on est dans un plan coupe coronale et le meilleur plan pour regarder c'est le plan de coupe sagittale. Et on va voir ici que dans une coupe sagittale, on est bien sur le lobe pulmonaire gauche. Vous voyez que vous avez cette scissure qui est ici et vraiment le lobe supérieur qui est vraiment projeté en avant de cette façon-là. Et le lobe inférieur qui est projeté en arrière. Voilà, donc ça permet un petit peu de voir. Et après, pareil, quand on est ici dans tac, le lobe champ pulmonaire droit, vous avez la même façon avec le lobe supérieur qui est ici en haut, qui est assez supérieur. Et elle n'est pas toujours facile à voir cette scissure, mais vous voyez cette scissure ici, clac. On va essayer de forcer le trait. On voit la scissure ici qui va délimiter le lobe moyen. Donc quand on est en avant et en bas, on est au niveau du lobe moyen, d'accord? Et quand on est en arrière et en bas, on est au niveau du lobe inférieur. Voilà, donc ça permet un petit peu de bien avoir cette anatomie en tête. Ayez bien cette anatomie parce que ça va nous permettre de bien retrouver dans le plan axial. Et vous voyez qu'on est dans le plan axial ici, on va aller tout en haut. Donc quand on est tout en haut ici, dans le plan axial, vous voyez qu'on est surtout sur du lobe supérieur droit. Dès qu'on va commencer à descendre, on va voir la première scissure ici qui va apparaître, qui va nous permettre de voir le lobe inférieur. Et quand on va voir une seconde scissure apparaître, mais vous voyez que vu qu'elle est très horizontale parfois, on va la voir apparaître extrêmement rapidement et à partir de ce moment-là, on va être dans du lobe moyen. Donc là, on ne la voit pas. Et là, ici, la scissure commence à apparaître et hop, elle passe rapidement ici, voilà. Et là, à partir de ce moment-là, on est dans du lobe moyen. Ok?
Voilà, donc c'est pour ça que c'est important à comprendre. En fonction de l'horizontalisation de cette scissure-là, on la voit passer assez rapidement. Et à partir du moment où on a vu la scissure passer, on n'est plus sur du lobe supérieur en avant, on est sur du lobe moyen. Ok, donc voilà. Ici la scissure, là on est sur du moyen en bas. Et dès qu'on remonte et qu'on voit la scissure passer, hop, on passe sur du lobe supérieur. Et en arrière, dès qu'on est en arrière, on sera sur du lobe inférieur. Voilà, donc ça c'est un petit peu la particularité à connaître. On ne s'égare pas trop sur l'anatomie en termes de lobe le lobe pulmonaire, parce que je ferai une vidéo également dédiée sur toutes les structures médiastinales pour que vous alliez plus loin, mais c'était important que vous ayez bien en tête cette anatomie de base, au moins en termes de lobe pulmonaire, parce que c'est à maîtriser pour pouvoir avancer correctement dans la suite. Donc, on vous a dit les différentes fenêtres, avec la fenêtre parenchymateuse pulmonaire, la fenêtre médiastinale, et vous avez également la fenêtre osseuse qui, elle, vous le voyez, ne permet pas de voir le médiastin parce qu'il est trop grisé, ne permet pas non plus de voir le parenchyme pulmonaire parce que il est noir, mais elle permet de bien analyser l'os. Donc c'est une fenêtre à part entière que vous devez connaître, qui est importante à reconnaître, tout simplement parce que c'est important de pouvoir analyser l'os correctement. Ensuite, donc, je vous ai montré les différentes fenêtres avec la parenchymateuse, et il y a l'anatomie de base, d'accord? Donc on a dit avec le lobe supérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est le repère, c'est que quand on est entre guillemets encore au niveau du médiastin et qu'on ne voit pas le cœur, donc ça c'est ma petite astuce, c'est quand on ne voit pas le cœur, là vous voyez qu'on est au niveau du médiastin avec les vaisseaux médiastinaux, avec l'artère pulmonaire, les petits ganglions, l'aorte ascendante, l'aorte descendante, la veine cave supérieure. À ce moment-là, on est plutôt sur du lobe supérieur parce qu'on est suffisamment haut pour être encore sur du lobe supérieur. Et en arrière, bien sûr, on est au niveau du lobe inférieur. Et lorsqu'on va commencer à descendre, vous voyez qu'on est aussi ici au niveau du massif cardiaque. Quand on est suffisamment descendu et qu'on voit le massif cardiaque, on est plutôt au niveau du lobe moyen. Voilà, donc quand vous avez un doute et que vous voyez cette scissure entre le lobe inférieur et un lobe qui est en avant, quand on est au niveau des vaisseaux du médiastin, on est plutôt sur du lobe supérieur, d'accord? Et quand on est au niveau du massif cardiaque, on est plutôt sur du lobe moyen. Ça permet un petit peu de voir, et donc prenez un petit peu ce repère-là comme référence. C'est pas toujours parfait, mais ça permet un petit peu de se retrouver. Ok, voilà. Et après ici, à gauche, toujours pareil, dès que vous avez la scissure, en avant c'est le lobe supérieur et en arrière le lobe inférieur. Rien de compliqué. Voilà. Ok, donc là, je vous ai mis quelques coupes de base pour vous montrer avec, ici on voit les vaisseaux, donc plutôt lobe supérieur, lobe inférieur, lobe supérieur. Ok, voilà. Et donc dès qu'on va commencer à descendre, voilà. Ensuite, en termes d'anatomie, c'est important de connaître cette anatomie. Ici, on fera un focus plus dédié, mais vous avez ici les vaisseaux médiastinaux qui vont sortir du médiastin par le haut, et donc ce genre de coupes sont à connaître avec les deux artères thoracique interne de chaque côté ici, avec ici la veine brachiocéphalique qui va arriver, qui va se jeter ici au niveau de la veine cave inférieure, et après les trois vaisseaux de la crosse de l'aorte qui ressortent avec le tronc brachiocéphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère sous-clavière gauche. Ok, voilà. Donc ensuite, en termes d'interprétation pure, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc il faut bien faire attention entre hypersignal et hyperclarté, d'accord? Donc hypersignal c'est pas en scanner, c'est en IRM, hyperclarté c'est plutôt en radiographie, donc faites attention à ça. C'est pas toujours évident de bien faire la différence entre un nodule et une artère, parce que les artères, il y en a partout dans le parenchyme, et vous voyez qu'il y a des traits blancs de partout qui vont toujours suivre les branches, ok? Mais quand on les coupe dans un plan qui est plus face à nous, on peut des fois voir des petits points, et donc ça peut être un nodule. Enfin, ça peut être justement une artère et pas un nodule. Donc c'est pour ça que sur des images fixes, c'est pas évident. On essaiera de voir ensemble un petit peu pour faire la différence. Mais voilà, vous, évidemment, vous allez avoir des images fixes, mais ne vous faites pas piéger, et tout point ne correspond pas à un nodule, et ça peut correspondre juste à une artère. Ok. Et des fois, vous verrez que, je ne sais pas si vous montreront ça, mais je vous le montre, que des fois vous avez des atteintes qui sont vraiment très postérieures, comme celle-ci, et ces atteintes très postérieures correspondent souvent à des troubles un petit peu ventilatoires qui sont des bases pulmonaires, qui sont assez classiques chez les patients qui sont allongés, qui sont en réanimation, des personnes âgées. Et en fait, c'est vraiment gravito-dépendant, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas beaucoup de pression parce que le patient est allongé, et quand on est ici, là il y a plus de pression, et donc on peut s'amuser à mettre les patients sur le ventre pour faire complètement, vous voyez que là le patient est sur le ventre avec le rachis qui est là. Donc nous on avait ces zones là qui étaient analysées, qui étaient un petit peu entre guillemets pathologique, et quand on met le patient sur le ventre, vous voyez que ces images-là redeviennent complètement normales. Ok, voilà, donc ça c'est un petit piège à connaître. Voilà, donc je vais attaquer directement un petit peu sur les différentes lésions élémentaires à connaître en scanner, tout simplement parce que c'est comme ça qu'on va raisonner en scanner, avec les lésions élémentaires à décrire, et puis après ces lésions élémentaires on va les regrouper en syndromes, et puis ces syndromes ensuite on va les regrouper dans des pathologies.
Donc vous pouvez avoir tout ce qui est nodule, on l'a vu quand on avait nodule, micronodule quand c'était inférieur à 3 mm, et dès que c'était supérieur à 3 mm, vous avez quelque chose qui correspond à une masse, d'accord? Donc ça c'est vraiment la base. Ensuite on va le voir, on a des réticulations, donc des réticulations, ce sont des petites lignes, d'accord? Des petites lignes qui vont épaissir finalement entre les lobules. Donc ça c'est par rapport au ce que je vous ai montré avec le lobule pulmonaire classique comme ceci, d'accord? Hop, et entre eux, il y en a plusieurs entre eux avec plusieurs alvéoles, donc là il y a les alvéoles à l'intérieur, d'accord? Vous avez les alvéoles ici comme ceci, et soit vous avez des petites lignes dans les lobules comme ceci, donc ça c'est des réticulations intralobulaires, ce sont des petites lignes plus petites, et après soit vous avez des épaississements entre les lobules, et ça c'est des réticulations interlobulaires, ok? Voilà. Ensuite vous pouvez avoir tout ce qui est atteinte alvéolaire avec un remplissage plus ou moins important. Si l'alvéole est complètement remplie, on a une condensation, et si elle est moyennement remplie, on a plutôt du verre dépoli. Okay. Après, on peut avoir tout ce qui est lésions de fibrose, on peut avoir des lésions d'emphysème. Okay. Après, on verra un petit peu les patterns spécifiques avec voilà, crésipavine notamment. Et après, vous pouvez avoir tout ce qui est dilatation de bronches. On verra ensuite qu'il y a des dilatations de bronches qui sont plutôt cylindriques, variceuses ou cystiques, qui sont plutôt donc kystiques. Voilà, les ganglions. Et après, les processus cardiovasculaires. Voilà, c'est un petit peu le plan et comment on va avancer pour vous décrire tout ça. Donc, ensuite, il faut connaître les différents types d'atteintes pulmonaires en fonction de ce qui va être atteint. Si c'est plutôt, vous voyez, là, on voit bien le schéma avec le lobule pulmonaire classique, le lobule, ok, et à l'intérieur, vous allez avoir la bronche et l'artère qui va suivre. Et après, ici, les petites alvéoles, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le schéma classique à connaître. Et en fonction de la localisation, comment ça va être atteint, vous voyez que si ça peut être centrolobulaire où vraiment vous avez l'air qui va rentrer à l'intérieur, et après il va aller ici au niveau de chaque centre d'alvéole, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut parler de quelque chose qui est centrolobulaire et qui est une atteinte vraiment aérique parce que le trajet qui va être suivi par le processus pathogène, donc ça peut être une petite infection qui vient se mettre ici et qui va aller se mettre au milieu des alvéoles ou bien du tabac qui va arriver ici et qui va détruire l'alvéole, on dit centrolobulaire, voilà, emphysème centrolobulaire, c'est parce que le tabac arrive là et dès qu'il arrive ici, boum, il va détruire l'alvéole. Et après, vous avez quelque chose qui peut être panlobulaire, qui peut être donc soit au centre lobule, soit tout le lobule, tout simplement parce que une fois que ça détruit les alvéoles, après ça va détruire les parois et ça va venir ici prendre toute la place dans le lobule. Ok, voilà. Et juste pour vous remontrer quand je vous ai expliqué ce qui était interlobulaire ou intralobulaire. Interlobulaire, ce serait des épaississements qui seraient vraiment comme ceci entre les lobules, d'accord? Donc ça, c'est des réticulations interlobulaires, donc plutôt plus larges, ok, à maille large. Et les intras, c'est vraiment à l'intérieur du lobule, nous avons des petites lignes comme ceci, tac, des petits épaississements, suite à des travées fibreuses, des choses comme ça, qui vont arriver, hop, voilà. Et donc là, on a des petites lignes à l'échelle macroscopique. Ensuite, quand on va regarder, on va avoir des petites lignes, alors qu'ici, on va avoir des lignes beaucoup plus larges, ok? Voilà. Et après, quand c'est une atteinte vraiment interstitielle, c'est tout le tissu de soutien péribronchovasculaire. Donc là, ici, vous savez que vous avez, donc on a dit la bronchiole avec l'artère qui arrive, et en fait, autour, vous allez avoir plein de petites artères qui vont vasculariser ça, plus des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux de drainage, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le tissu de soutien péribronchovasculaire. Quand on dit péribronchovasculaire, c'est autour de la bronche, bien sûr, et des vaisseaux. Donc c'est pour ça qu'on dit péribronchovasculaire. Mais ça, il y en a de partout autour, jusque-là. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a là. Donc là, il y a plein de tissus de soutien autour. Et donc, c'est vraiment l'atteinte de ce tissu de soutien qui correspond à une atteinte interstitielle. D'accord? C'est le tissu de soutien. Et vous avez également beaucoup de tissus de soutien ici entre les alvéoles. Donc, c'est pour ça que quand on dit septal, périlobulaire, c'est également quelque chose qui correspond à une atteinte interstitielle. Voilà. Donc, vous voyez bien la différence entre l'atteinte qui est vraiment aérique, qui vient ici de l'air et qui va rentrer dans les alvéoles comme ceci, ou bien quelque chose qui est vraiment interstitiel et qui va venir ici autour des vaisseaux. Autour des vaisseaux, autour des bronches, tac, comme ceci, ou bien ici entre. Donc là, c'est vraiment tissu de soutien, alors que ici, c'est vraiment le tissu aérien. Voilà la principale différence. Tac. Ok, donc ensuite, en termes d'atteinte parenchymateuse. Donc là, je vous ai toujours montré vraiment ce schéma. Donc c'est vraiment important que vous ayez ce schéma-là. Et vous voyez que donc, dans le poumon, en fait, ça va dessiner des schémas comme ceci. Et donc, en fonction de l'atteinte, vous allez avoir des patterns qui sont différents. Ok, donc, pardon, on a vu que ça peut être broncho-alvéolaire quand vous avez le long de la bronche et de l'alvéole, tac, et ça peut être vasculaire quand c'est le long des composants vasculaires. Donc ça, vous avez les trois composants, on a dit bronchiolo-alvéolaire avec la bronche et l'artère qui arrive ici au niveau
du lobule. Vous avez tout le territoire vasculaire avec l'artère pulmonaire qui, elle, est vraiment le long de la bronchiole, parce que le but de l'artère pulmonaire, ça va être de vasculariser et de faire le petit réseau ici avec, non pas l'hémostase, mais l'hématose, ici, avec, ici au niveau des alvéoles, et ça va venir faire le shunt pour pouvoir vasculariser et oxygéner le sang, et ça va repartir au niveau des veines pulmonaires. Donc ça, c'est vraiment le réseau artériel pulmonaire et veineux pulmonaire classique. Et après, vous avez le secteur interstitiel qui, lui, pareil, est composé de plusieurs choses, avec les cloisons qui sont autour péribronchovasculaires pour bien les maintenir, d'accord. Vous avez également les cloisons périphériques qui sont vraiment entre les lobules, on a dit, et également les cloisons conjonctives dans le lobule pour bien le maintenir. Donc ça, c'est vraiment les différentes structures et parois à connaître. C'est important d'avoir bien ça en tête parce que ça va nous permettre ensuite de bien comprendre la suite. Ok. Après, vous avez tout ce qui est tissu lymphatique qui va être bien sûr autour des îles et autour des parois péribronchovasculaires, et également autour sous-pleural et autour des plèvres. Autour des plèvres, bien sûr, et entre les lobules. Voilà, donc interlobulaire, sous-pleuraux, ok, péribronchovasculaire, on a dit, et également les ganglions médiastineux. Donc ça, c'est tout ce qui correspond au lymphatique. Et donc, on va voir que en fonction que si vous êtes dans une sarcoïdose et que vous avez une atteinte interstitielle, bien sûr que vous allez du coup pouvoir avoir des épaississements qui sont sous-pleuraux, qui sont interlobulaires, qui sont péricissuraux. Ce sont tous ces endroits-là où vous avez du lymphatique. Ok, voilà, donc vous avez le lymphatique ici sous-pleural, interlobulaire et péricissural. Vous avez le lymphatique, et après vous avez l'interstitium et le lymphatique, donc péribronchovasculaire, le long des axes bronchovasculaires. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 types d'atteintes que vous pouvez retrouver, et c'est important de bien comprendre ça parce que ensuite ça vous permet de bien réfléchir et de retrouver ensuite les éléments qui vont après. Donc je vais un petit peu plus loin dans ce que vous pouvez apprendre particulièrement, mais une fois que vous l'avez vu une fois ou deux, vous pouvez bien mieux raisonner, et vaut mieux en savoir un petit peu plus et pouvoir raisonner correctement plutôt que de n'en savoir moins et de ne pas réussir à raisonner dans les dossiers. D'accord ? Donc on a dit que le but c'est de décrire les différentes lésions alimentaires que vous allez voir. Donc ça peut être un nodule, une réticulation. Donc on a dit que les réticulations c'était des épaississements des lignes, donc soit interlobulaires soit intralobulaires. Les nodules, bon, c'est des petits nodules. Et après les verres dépolis, c'est, on va voir à quoi ça correspond. Ok, donc on décrit les lésions alimentaires, on voit les lésions qui sont prédominantes, et on va également donner leur distribution. Donc si c'est plutôt au niveau des apex, si c'est plutôt au niveau des parties moyennes, est-ce que c'est plutôt au niveau des bases, est-ce que ça va être plutôt au centre du poumon ou plutôt périphérique. Et ensuite, est-ce que ça va atteindre plutôt les lymphatiques? Donc on a vu les territoires péribronchovasculaires, les territoires sous-pleuraux, péricissuraux, etc. Ou bien est-ce que c'est centrolobulaire, et là ça va être une atteinte plutôt aérienne, d'accord? Ok, aérienne, ou bien est-ce que c'est une atteinte anarchique et donc plutôt hématogène, quand ça peut atteindre tout et n'importe quoi, le sang, ça peut aller se mettre n'importe où, donc c'est pas la même chose. Donc là vraiment il y a les 3 types d'atteintes. Ok, donc quand vous raisonnez comme ça, ensuite vous allez pouvoir trouver plusieurs lésions. Et quand vous décrivez de cette manière-là, de manière assez rigoureuse, et que vous avez bien compris le raisonnement, on peut avancer correctement. Ok, donc premier élément à bien comprendre, c'est le nodule. Donc le nodule, lui, on va donner sa taille. Si c'est moins d'un millimètre, on peut rentrer dans le cas d'une millière. Si vous avez des micronodules jusqu'à 3 mm, des nodules entre 3 mm et 1 cm, macronodules 1 cm, 3 cm, et la masse supérieure à 3 cm. Donc ça, c'est classique, c'est juste la taille. Ensuite, vous avez un aspect. Est-ce que c'est en solide, très comme ça, vous voyez que c'est très dense, donc vraiment un nodule solide, soit un nodule un petit peu mixte avec solide mais un petit peu de verre dépoli à cet endroit-là. Et après, un nodule vraiment en verre dépoli. Vous voyez que le verre dépoli, c'est comme si vous preniez un crayon à papier et que vous le frottiez contre une feuille, mais pas de face, vraiment sur le côté. Et donc, vous voyez que ça donne un petit peu cet aspect un petit peu comme sur le scanner abdominal, un petit peu sali. Donc voilà, c'est un aspect comme ça, donc vous devez bien connaître cet aspect-là de verre dépoli qui correspond à ce crayon qui est frotté contre le papier, ou bien cet aspect un petit peu sali, c'est le verre dépoli. Ok, donc ça c'est l'aspect du nodule, est-ce qu'il est solide, mixte ou en verre dépoli. Ok, et ensuite on va pouvoir voir leur distribution. La distribution des nodules, on a dit que si c'était lymphatique, bon ben voilà, on le voyait qu'ils étaient autour des axes vasculaires comme ceci. Là, ça c'est lymphatique. Ici, autour des scissures, ici, sous-pleuraux, et également entre les lobules.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment la distribution lymphatique. On a dit sous-pleural, péribronchovasculaire et interlobulaire, c'est vraiment la répartition des nodules. Donc si vous avez une atteinte comme la sarcoïdose qui est une atteinte lymphatique, vous avez vraiment cette distribution qui est voilà, lymphatique. Ensuite, vous pouvez avoir une distribution qui est hématogène dans la miliaire tuberculeuse, atteinte de partout, c'est anarchique. Ça peut être également ici sous-pleural, mais ça peut être centrolobulaire, ça peut être autour, ici. Il n'y a pas d'atteinte préférentielle, on a vraiment une atteinte de partout. Ok, donc ça c'est dans la atteinte hématogène. Et après vous avez l'atteinte, elle, centrolobulaire, qui va être vraiment, elle va partir des bronchioles, d'accord, et elle va arriver ici au centre, et elle va arriver ici au niveau des alvéoles. Et donc c'est pour ça que ça donne vraiment cet aspect. Ici, on n'en a pas, ici des points là, on n'en a pas parce que il y a pas de, ça va se mettre au niveau du centre du lobule, d'accord, ça ne va pas rester autour des bronches, et ça va venir se tanker comme ceci. Donc là, vous avez l'atteinte centrolobulaire, part de la bronchiole et va extension centrifuge jusqu'au niveau des alvéoles. Ok, voilà, donc ça c'est les trois types de distribution que vous devez bien retenir et bien comprendre. Lymphatique, le long des axes lymphatiques, hématogène de partout et centrolobulaire qui passe au niveau des voies aériennes. Donc elle part de la bronchiole ici, hop, elle va passer et elle va venir se distribuer ici, hop, ici et hop, ici. Ok, voilà. Et donc ça on a dit qu'on avait compris que c'était une atteinte ici aérienne. Le point de départ ici, hop, il part de la bronchiole. Donc c'est un élément infectieux dans la bronchiole. Ok, voilà. Donc ça c'est les micronodules, on a dit, avec centrolobulaire, périlymphatique, bronchiolaire et aléatoire. Ok, donc ça je vous ai retrouvé ça. Et donc ça c'est pour comprendre un petit peu, est-ce que l'atteinte elle est sous-pleurale? Non, donc c'est plutôt centrolobulaire. Est-ce que l'atteinte est sous-pleurale? Centrolobulaire? Non, elle est plutôt lymphatique et sinon miliaire. Ouais, donc c'est un petit schéma diagnostic pour que vous voyez encore un petit peu, c'est pour appuyer mes propos. Vous pouvez mettre pause à certains endroits si vous voulez revoir. Je ne vais pas non plus insister 1 milliard de fois, mais c'est que vous compreniez. Random de partout, centrolobulaire vraiment hop, ici au centre de l'obule par la bronchiole, et périlymphatique vraiment hop, le long ici, entre les 7 là, et le péribronchovasculaire. Ok, voilà, donc ça déjà, sachez que ça, il n'y a pas grand monde qui le connaît, qui le comprend, et donc quand vous avez compris ça, vous allez pouvoir raisonner beaucoup plus facilement et comprendre. Ok, voilà, donc les attaques lymphatiques, c'est dans quel type de pathologie? Ben, c'est bien sûr dans la sarcoïdose. Ok, sarcoïdose plus. Vous pouvez retrouver dans la siliciose, dans la lymphangite carcinomateuse bien sûr, et dans la tuberculose de temps en temps. Voilà. Ensuite, donc ça c'est ce que je vous ai dit avec le modèle périlymphatique, qui est le long des scissures, le long des septa et le long des trajets, et notamment la sarcoïdose. Et vous voyez ici, là, la scissure, et vous voyez, il y a plein de petits nodules le long de la scissure. Ici, pareil, le long de la scissure. Et on voit que, pareil, le long des axes péribronchovasculaires à cet endroit-là, on a énormément de nodules, petits micronodules. Ok, donc c'est vraiment cette atteinte que nous avons décrit juste avant. Et ça, c'est un cas typique dans la sarcoïdose. Okay, donc important à bien comprendre. Ici pareil, le long des scissures, et c'est pour ça qu'on dit que ça donne des scissures perlées, parce que vous avez les scissures, et dessus vous avez plein de petits nodules le long. Ici, autour des axes péribronchovasculaires, ici, clac, on a plein de nodules autour des axes. Ici aussi, vous avez vos axes, et là vous avez plein de nodules. Alors que les nodules, ils sont pas en mode, ici il n'y a rien, et après ici, vous avez des nodules comme ça autour des lobules. Ok, voilà. Tac. Et donc ensuite, ce qu'on voulait vous montrer, donc c'est le centrolobulaire, d'accord, avec, hop, bronchopathie d'hypersensibilité, donc c'est vraiment vous avez un agent pathogène qui va faire réagir le poumon, ok, et cet agent pathogène lui il va passer via les bronches. Donc vous avez par exemple, je sais pas, pas des poils de chat parce que ça donne pas vraiment ça, mais dans les pneumopathies d'hypersensibilité, les pneumopathies du fermier, des choses comme ça, vous avez des allergènes qui vont rentrer dans les bronches et qui vont venir irriter l'intérieur du poumon via l'atteinte bronchiolaire. Pareil, dans les bronchiolites, vous avez le passage par les bronches. Ok, donc atteinte via les bronches. On regarde à quoi ça ressemble. Donc densité floue au centre du lobule. Voilà, donc pneumopathie d'hypersensibilité, des choses comme ça. Ok, bronchiolite infectieuse, bronchiolite respiratoire du fumeur, pneumopathie interstitielle. Donc on voit, et vous voyez que vous avez quelque chose qui est plus flou, d'accord, et vraiment à l'intérieur ici du lobule, ici autour péribronchovasculaire, autour des scissures, vous n'avez rien, et vous avez vraiment ici, tac, à l'intérieur, tac, vous avez plein de petites atteintes comme ceci. Ok, et vous avez notamment tout ce qui est aspect en arbre en bourgeon, pareil, donc autour, tac, autour vraiment des alvéoles, d'accord, avec l'atteinte qui passe par les bronchioles, hop, comme ceci, et qui va venir rentrer à l'intérieur, ça va donner des aspects en arbre en bourgeon avec les bronchiolites infectieuses notamment. Ok, donc on le voit, hop, bronchiolite infectieuse, comme ceci, tac, voilà, donc c'est vraiment l'aspect que je vous ai montré juste avant avec ici rien, et après clac. Donc mettez-vous bien ça en tête.
Voilà. Ensuite, donc vous avez tout ce qui est miliaire avec une atteinte vraiment vasculaire, on l'a dit, donc miliaire carcinologique, des atteintes virales vasculaires et la tuberculose miliaire, bien sûr, c'est la plus importante à connaître pour vous. Donc malheureusement, c'est une atteinte qui touche tout et n'importe quoi. Ça peut toucher les péricicuraux, ça va toucher les centres, au centre des lobules, ça va toucher de partout. Donc là, il n'y a pas de répartition particulière. On ne peut pas trouver de pattern particulier dans plein de petits grains de mil. Et donc ça correspond à une tuberculose miliaire. Ok, voilà, donc ça c'est vraiment les nodules et les micronodules avec leur type de répartition en fonction si c'est bronchogène, si c'est plutôt lymphatique ou si c'est plutôt miliaire. Quand vous avez compris ça, vous arrivez à raisonner et quand vous voyez des patterns, il faut réussir à réfléchir et vous allez pouvoir ensuite trouver la pathologie. Ça c'est plus pour les internes de radio, mais en dossier ça peut vous aider de temps en temps. Au moins vous comprenez un petit peu les images et quand vous voyez des images de scanner sur des dossiers de pneumo, vous arrivez mieux à réfléchir. Ok. Ensuite, donc, je vous ai parlé des réticulations qui peuvent être à l'intérieur des lobules ou entre les lobules. D'accord. Donc, ce sont ce qu'on appelle des épaississements des septa. Donc, si c'est à l'intérieur des lobules, c'est des petites mailles, petites et en mailles fines, ce que je vous ai dit. Donc, vous avez vos lobules et dans les lobules, hop, 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 vous avez des petits épaississements des lignes. Donc là, vous voyez que intralobulaire avec vraiment dans les alvéoles. C'est pas dans les alvéoles, c'est dans les lobules. Vous avez des petites mailles qui sont ici épaissies. Voilà, donc ça c'est vraiment petite maille fine, c'est intralobulaire. Alors que dans tout ce qui est par exemple épaississement des entre les lobules, interlobulaire plus large, bien dessiné, on voit ici, clac, ça dessine en fait des lobules, hop, hop, avec bien sûr l'artère centrolobulaire. Vous voyez cette artère centrolobulaire, ça montre bien que ça va mouler un lobule. Donc artère centrolobulaire autour du lobule, et donc ça c'est caractéristique de l'épaississement interlobulaire. Ok, donc notamment dans la lymphangite carcinomateuse. Tac. Voilà, donc ça c'est important. On a dit interlobulaire comme ceci avec l'artère centrolobulaire régulier. Clac, 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 clac. Pardon. Voilà, donc OAP avec épaississement des septa interlobulaires dans la lymphangite carcinomateuse et dans la sarcoïdose ostase fibrose, par exemple. Ok. Voilà. Donc il faut comprendre qu'il y a deux types. Il y a les épaississements réguliers dans l'OAP parce qu'il n'y a pas de processus pathologique, entre guillemets, c'est juste les septa qui sont bien soulignés. Et dans la lymphangite carcinomateuse, ça devient irrégulier, perlé, parce que vous avez des épaississements un peu irréguliers, plus des petits nodules à l'intérieur carcinomateux. Et donc ça donne ce qu'on appelle des réticulations interlobulaires perlées dans la lymphangite carcinomateuse. Ok, voilà. Donc vous, les éléments importants ou dans lesquels il y a des réticulations interlobulaires, c'est l'OAP, la sarcoïdose et la lymphangite carcinomateuse. C'est surtout les trois que vous devez connaître, qui sont importantes à savoir. Clac, ok. Voilà, et on les a vus les trois ici. OAP qui donne cet aspect-là vraiment. Avec, vous voyez vraiment ces épaississements avec les artères centroculaires, c'est très très joli, c'est exactement ça. La lymphangite, également comme ça, dans un contexte de cancer, à connaître, et la sarcoïdose au stade plutôt fibrose. Ok, voilà, pareil, là on a un OAP avec, vous voyez, donc quand on a une radiothorax et qu'on voit les lignes B de Carlet, ce sont les épaississements interlobulaires qui, dans le plan frontal, sont coupés comme ceci. Hop, hop. Donc là, vous voyez, épaississement interlobulaire, normalement on ne voit pas autant entre les lobules. Tac, tac, tac. Donc là, on les coupe, on ne les voit pas par partie, et quand on les met entiers, ben, on voit ici l'épaississement interlobulaire comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Voilà, ça dessine les lobules dans l'OAP. Ok, donc vers des polypérihéliaires, répétissement interlobulaire des bases est égal à l'OAP. Ok, là c'est pareil, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez un scanner ici en fenêtre médiastinale, en coupe axiale, on voit ici une grosse masse du sein malheureusement. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important de regarder les parties molles, de tout regarder. Grosse masse du sein avec ici épaississement interlobulaire avec un petit peu perlé par endroits avec des nodules, vraiment des nodules en plus des épaississements interlobulaires. Et donc on a bien quelque chose qui correspond à une lymphangite carcinomateuse. Ok.